Bonjour, nous allons maintenant parler de la prévention du syndrome du bébé secoué. Comment est-ce qu'on peut organiser cette prévention et quels sont les buts à atteindre et dans quel contexte ça va s'inscrire? Alors tout d'abord, l'âge et la survenue du syndrome du bébé secoué, c'est parfaitement lié à l'âge de l'enfant et à la durée des pleurs quotidiens du nourrisson. L'âge médian des enfants maltraités dans notre série, c'était de 3,7 mois et on avait noté, de façon un petit peu surprenante, une prévalence importante au mois de novembre, un peu moins au mois de février, et on s'était demandé pourquoi. En fait, quand on regarde les statistiques des obstétriciens de la courbe des naissances, on a un pic des naissances qui est au mois de septembre, et ce qu'on voit, en fait, c'est exactement l'équivalent de ce pic des naissances, euh, et ça correspond à l'âge auquel on va rencontrer ce syndrome du bébé secoué. Ici, on a mis l'histogramme de la répartition par âge de ces enfants maltraités et l'âge du secouement. Ça correspond exactement à l'âge du maximum des pleurs du nourrisson, qui peut durer plusieurs heures par jour, et c'est manifestement ça qui provoque la perte de contrôle de l'adulte qui se sent remis en question par les pleurs du nourrisson. Donc clairement, ce sont bien les pleurs du nourrisson qui conduisent au secouement. Partant de là, la cible des actions de prévention, ça va être tout le monde, puisque tous les bébés pleurent et un très grand nombre de parents sont sujets à perdre leur contrôle. Et c'est l'âge de ces pleurs maximum du nourrisson, on notera que c'est particulièrement malheureux parce que le maximum des pleurs correspond à la date de la fin de l'arrêt du congé maternité. Et donc, si on pouvait prolonger ce congé maternité, ça permettrait peut-être de sauver un certain nombre de ces enfants. Alors, l'épidémiologie du syndrome du bébé secoué, il y a le perpétrateur, il y a la victime. Donc, dans nos statistiques, la grande majorité des perpétrateurs, c'est le père. On a également le beau-père. Et donc, on a un petit peu un perpétrateur qui est un petit peu comme le lion qui va tuer les lionceaux pour mettre en place sa propre lignée. Alors ça, ce sont des facteurs de risque concernant le perpétrateur. On a également la mère dans un moindre nombre de cas, et également la nourrice. Alors ça, c'est l'épidémiologie de la région Nord-Pas-de-Calais. En région Île-de-France, on a à peu près 40% de maltraitances qui surviennent chez la nourrice. Maintenant, si on recherche les facteurs prédisposants, on note que des antécédents socio-psychiatriques avec les prises d'alcool, les prises de stupéfiants, les troubles psychiatriques tout venant, on a très clairement un groupe à risque. On a également un groupe à risque quand il y a déjà eu des problèmes médico-sociaux dans la fratrie, hein, des antécédents de signalement, d'AEME, etc. Ça va être des signes d'alarme. Également, quand on a une mère isolée, la mère isolée, elle n'est pas forcément isolée et il peut y avoir un beau-père à proximité. Hein, il faut penser qu'il peut y avoir un lion. Et puis, chez les victimes, on a également beaucoup plus d'enfants qui ont des antécédents en période périnatale, des problèmes pendant la grossesse, au moment de l'accouchement, une prématurité, des difficultés en postnatal, tout ce qui va faire que le lien d'attachement parent-enfant va être perturbé parce qu'il y a eu un problème médical. Donc là, très clairement, on a des facteurs de risque et ça permet de déterminer une population à risque qui va être la cible d'une prévention ciblée. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre le bébé secoué et le bébé battu? Si on compare aussi bien la victime que le perpétrateur, on n'a aucune différence statistiquement significative concernant les antécédents du nourrisson, concernant le terrain socio-psychologique ou psychiatrique ou médico-social, entre l'enfant secoué et le bébé battu. Donc, ce sont des profils identiques. Finalement, dans un cas comme dans l'autre, on est dans un contexte de violence non maîtrisée et le passage à l'acte est simplement différent. Maintenant, si on compare les maltraitances qui ont été avouées par rapport à celles qui n'étaient pas avouées, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de différence dans les antécédents du perpétrateur ni chez les antécédents de la victime. Ça veut dire que finalement, ce sont les mêmes patients qui vont être, quand c'est une maltraitance, qu'elle soit avouée ou non, ça veut dire qu'en fait, le diagnostic, il est correct. On ne se trompe pas. Simplement, il y a une différence de degré et la différence entre avoué et pas avoué, c'est seulement sur la gravité qu'on trouve des différences très significatives. Manifestement, ça devient impossible de nier
quand l'enfant est décédé ou qu'il a des séquelles. Donc au total, si on essaie de faire un petit peu le spectre entre l'enfant qui n'a aucun trauma, le trauma accidentel qui peut être associé à un contexte de négligence, l'enfant secoué où il y a une perte de contrôle, on peut parler d'impulsivité, et l'enfant battu où il y a réellement une violence, une agression, en fait, on se rend compte qu'on est, donc on met habituellement la limite entre les deux, mais on se rend compte que nos statistiques montrent vraiment quelque chose de binaire entre l'enfant qui a pas de trauma ou un trauma accidentel et l'enfant qui est secoué ou battu. Et là, c'est de la maltraitance, que ce soit un enfant secoué, un enfant battu, qu'il y ait ou non des affaires. Maintenant, le contexte de violence, il est beaucoup plus diffus qu'on ne pense et qu'on ne le voit à l'hôpital. Il y a eu une étude canadienne qui a consisté à interroger des mères au téléphone et il y a 6,1% d'entre elles qui ont avoué avoir eu des comportements violents avec leur enfant, dont 1,5% qui ont secoué leur enfant, ce qui fait un nombre très important. Là-dessus, on voit que les patients hospitalisés, finalement, ça ne représente que 0,02 pour 1000 des enfants, dont à peu près la moitié sont allés en réanimation, et donc finalement 0,002 pour 1000 sont décédés. Donc on a un peu un effet de poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, ce secouement de l'enfant qui peut entraîner des séquelles ou la mort, il survient dans un contexte de violence domestique liée à des problèmes psychiatriques, liée à des prises de toxiques, et que finalement, la racine du problème, c'est la violence qui est dans l'être humain, qui est dans la société, et que c'est un problème beaucoup plus vaste que celui simplement du bébé seul. Donc finalement, quelle cible on va retenir pour la prévention? Donc on peut suggérer que la prévention, elle concerne tout le monde, puisque la maltraitance, ça survient dans toutes les classes sociales. On voit ici une statue qui fait référence à un mythe grec d'un roi Athamas qui avait assassiné tous ses enfants. Donc, tout le monde, ça veut dire le crime plan en maternité. On va y revenir. Ou bien, est-ce qu'on doit envisager une prévention ciblée quand il y a des facteurs de risque, un babysitter très immature, comme notre ami Titeuf, ou bien d'autres facteurs médico-sociaux ou médicaux qui correspondent à un terrain à risque. Alors, le crime plan, il a été mis à Lille sous l'impulsion de nos collègues canadiens. Donc, on a mis en place depuis quelques années une formation en maternité. Le but, c'est d'éduquer des jeunes parents au moment de la naissance. Ils sont réceptifs à ces informations. Et ça permet une prise de conscience et une anticipation de ce qu'ils feront, non pas si l'enfant se met à pleurer, mais quand il se mettra à pleurer, surtout ne pas passer à l'acte. Et donc, j'ai mis aussi sous les résultats sur le nombre de patients admis pour maltraitance. Et en 2018, on était très content d'avoir une baisse spectaculaire du nombre d'enfants maltraités. Malheureusement, ça a repris en 2019 et surtout en 2020, mais là, le confinement est passé par là et on est revenu à des valeurs, je dirais, habituelles, alors que, par contraste, en région parisienne, ils avaient eu une augmentation très importante du nombre d'admissions pour maltraitance de l'enfant liée à ce confinement. Alors, on a essayé d'identifier un effet centre. On voit que le pourcentage des enfants maltraités dans la métropole Lille-Roubaix-Tourcoing était de 30% avant 2018, donc avant les actions de prévention, le crime plan, et qui était descendu à 25% depuis 2018. Malheureusement, ça n'est pas statistiquement significatif. Donc, ça reste à suivre pour évaluer l'impact de cette action de prévention à Lille. Donc, pour Annabelle, puéricultrice à Jeanne de Flandre, rencontre de jeunes parents. Bonjour Céline, bonjour. Je viens vous faire une information sur la prévention du syndrome du bébé secoué. Depuis 2017, une trentaine de membres du personnel ont été formés à la prévention du bébé secoué. C'est un temps d'information, on parle des pleurs du nouveau-né, leur expliquer un bébé c'est normal, ça pleure beaucoup. Il y a un pic de pleurs entre 4 et 8 semaines, leur dire qu'il n'y a pas forcément de troubles associés, mais que ces pleurs intenses peuvent les emmener dans un débordement émotionnel, peuvent mettre leur nerfs à rude épreuve et que du coup c'est dans ces moments-là qu'on peut ressentir de l'impuissance et jusqu'à ressentir de la colère. Et que ce sentiment de colère est normal et que ce n'est pas forcément des mauvais parents pour autant, mais que c'est dans ces moments-là où on est dépassé émotionnellement qu'on peut commettre ce geste irréversible qu'est de secouer son bébé. Donc voilà, comment se déroule ce crime plan. Il y a la visite d'une infirmière ou d'une sage-femme qui va rencontrer ces jeunes parents et qui va leur délivrer le message, leur donner des documents pour qu'ils soient plus informés sur ce syndrome du bébé secoué.
Donc, c'est un petit peu une expérience pilote qui a été mise en place depuis quelques années maintenant au CHU de Lille, ce qui a valu la reconnaissance des pouvoirs publics avec la visite de M. Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance, qui a profité de cette visite à Lille pour lancer le plan maltraitance le 17 janvier 2022. Alors, la lutte contre la violence ordinaire, je vous ai dit que c'était vraiment l'arrière-plan qui avait derrière cette maltraitance, ce secouement. On peut également rencontrer des négligences lourdes, des violences intrafamiliales. Les enfants chimiquement battus, ça correspond aux enfants à qui on donne des médicaments pour les rendre sages. Autrefois, on donnait plutôt de l'alcool, maintenant on donne des neuroleptiques. Et puis, il y a le harcèlement de l'enfant par ses parents, mais également à l'école. Et puis, une banalisation de cette violence ordinaire. Un enfant qui vit dans un milieu violent, tu serais sage, cette photo que j'avais prise au musée de la piscine à Roubaix, on voit ces deux petites filles qui sont en arrêt devant cette scène terrible où on voit Charlotte Corday qui est sur le point de se faire lyncher par la foule. Et donc, il y a ces enfants qui vivent dans un milieu violent. Et puis, on se rend compte qu'il y a une transmission transgénérationnelle de cette maltraitance qui se comporte un petit peu comme une malédiction. Donc, il faut briser ce cycle de la violence ordinaire. Il faut l'identifier, la faire reconnaître. Il y a des gens qui pensent que c'est normal que les enfants soient témoins de scènes de violence entre leurs parents. Il faut mobiliser les médecins traitants, les pharmaciens, la PMI, tous ces acteurs du terrain, promouvoir des actions dans l'enseignement, en particulier au lycée, lutter contre le harcèlement, dépister les violences intrafamiliales et éduquer ses futurs parents et promouvoir la bienveillance. Donc là, je me suis permis de citer le révérend Martin Luther King qui lui-même citait l'Évangile, disant que la violence engendre la violence et qu'il n'y a qu'à travers la bonne volonté, la bienveillance et l'amour qu'on peut sortir de ce cycle de la violence. Alors, on a un modèle de la lutte contre la violence, c'est ce qui a été mis en place depuis des décennies contre la violence routière. Et puis, on voit que c'est vraiment une success story avec un nombre de morts qui est passé de 18 000 en 1970 à 3 000 environ dans les années actuelles. Et puis, on se souvient tous du coup de frein, c'est le cas de le dire, qui a eu lieu dans les années 2000 avec la mise en place du permis à points et des radars routiers. On a tous râlé parce qu'on a perdu des points de permis. Malgré tout, on voit l'efficacité que ça a pu avoir sur le nombre de morts et de handicapés de la route. Et donc, ça suppose différents éléments, bien sûr des investissements massifs de l'État et puis des particuliers, une répression, on ne peut pas faire l'économie d'une répression avec une législation, les moyens matériels, les moyens humains de mettre en place cette répression de cette violence. Une éducation surtout avec le permis à points, le rachat de points, et puis les incitations économiques avec les amendes qu'on a pu recevoir, les assurances qui tiennent compte des antécédents. Eh bien, on peut essayer d'appliquer ce plan à la violence domestique avec des investissements. Donc, on a évalué en Amérique du Nord le coût que peut avoir la maltraitance à environ 2,6 millions de dollars par enfant. Donc, on voit que très clairement, un budget pour la prévention de la maltraitance, ça sera toujours inférieur à ce que coûtera la maltraitance. Une répression, on ne peut pas faire l'économie d'une répression, il faut légiférer sur la maltraitance de l'enfant et que ça se sache que c'est puni par la loi. Et puis l'éducation, donc on a parlé du crime plan, il y a d'autres mesures à faire pour l'information du grand public. Et puis une incitation, moi je rêve de mettre en place des formations en ligne rémunérées pour les parents, pour qu'ils sachent ce que c'est que le crime plan et qu'ils soient récompensés d'avoir fait l'effort d'aller se former en ligne sur la violence parentale. Et donc, on peut espérer aussi mettre en place un plan européen, puisque la lutte contre les violences domestiques, c'est une valeur de civilisation qui doit être défendue par l'Europe. Ici, j'ai mis comme illustration une statue qu'on voit au Parlement de Strasbourg qui représente l'enlèvement d'Europe par le taureau dans lequel s'est incarné Zeus. Donc, on voit que l'histoire de l'Europe commence avec des phénomènes de violence. Et puis, on a un modèle au plan européen, ce sont les réseaux européens de référence qui ont été mis en place pour les maladies rares. C'est un peu la suite du plan maladies rares français. Et on pourrait faire tout à fait l'équivalent pour la prévention de la maltraitance, pour mettre en commun les expériences, les connaissances scientifiques, et puis pour faire des centres de recours médical, juridique, pour former le monde médical, le monde médico-social et le monde juridique, et puis pour aussi faciliter la gestion des cas de maltraitance transfrontaliers. Donc, en conclusion,
On voit qu'on peut identifier des éléments de fragilité en maternité, en néonatologie, qui sont des facteurs de risque. Et donc, on peut envisager une prévention ciblée. Ça nécessite une mise en place d'un suivi rapproché. Et puis, la lutte contre la violence domestique ordinaire, il faut que ça s'intègre dans un contexte plus vaste. Donc ici, je vous ai mis comme illustration un tableau qui représente Médée qui est sur le point d'assassiner ses enfants pour fâcher son mari Thésée qui était infidèle. Et puis ça c'est de la tragédie grecque typique avec des personnages stéréotypés, un enchaînement des situations terribles. Mais en fait, on a changé de paradigme depuis qu'on est dans une civilisation judéo-chrétienne et on voit ici l'ange qui va arrêter le bras d'Abraham et empêcher le sacrifice d'Isaac. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, vous pouvez trouver d'autres informations sur le site Neurochirurgie pédiatrique et d'autres vidéos en ligne sur YouTube. Je vous remercie de votre attention.